Je suis Mario Vavroglis, je suis le président de l'Institut Métapsychique, que certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Donc, c'est une fondation de recherche qui a célébré il y a 2 ans son centenaire. C'est une fondation qui est établie en 1919, qui est consacrée à l'étude de phénomènes exceptionnels ou de la métapsychique, de la parapsychologie, ça passe par plusieurs noms. Je trouve très intéressant qu'on est là ce soir-là. C'est la première d'ailleurs conférence qu'on a pu faire depuis tout début 2020. Donc c'est un grand moment. L'Institut Métapsychique est consacré à ce que parfois va par les mauvaises étiquettes qui s'appellent le paranormal. Et ce qui est intéressant, c'est que le paranormal aussi est la même étiquette utilisée pour les ovnis. Et pour les... On a une sorte de grande saladier dans laquelle on met plusieurs phénomènes. Et il y a un sort de lien qui vient juste par cet étiquetage. Et pour certains, il y a aussi des liens plus profonds. Pour certains, peut-être la parapsychologie, c'est les phénomènes comme la télépathie, la précognition. Il y a certains, très minoritaires, qui pensent que c'est en fait le résultat de phénomènes venant de l'extérieur, donc d'extraterrestres ou des esprits, et ainsi de suite. Et pareil, pour certains, l'ufologie, les ovnis, on va dire, pour aller vite, sont des phénomènes psychiques plutôt que des phénomènes physiques. Là aussi minoritaires, mais ça existe. C'est ces deux, je dirais plutôt des confusions qui existent entre les deux, sont réelles, bien que très rares. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce sont 2 domaines qui sont tous les deux caractérisés par cette longue histoire de tentative de montrer leur objectivité, leur validité, leur légitimité, tout au moins, en tant que domaine de recherche. Et ils ont eu, pendant une longue histoire de résistance et une longue histoire de scepticisme qui est parfois justifié, parfois peut-être un peu moins. Donc on partage ces sortes de combats, on peut dire, le combat de tenter de montrer que tout ce qui est inhabituel, exceptionnel et difficile à croire n'est pas forcément faux, juste parce que c'est difficile à accepter, juste parce que ça ne rentre pas dans les normes de notre pensée existante. Mais aujourd'hui, la parapsychologie, pour l'instant, on n'a pas les breakthroughs, la percée. On a une percée parce qu'on est un champ de recherche qui a beaucoup de données, mais on n'a pas une théorie qui regroupe les données, qui peut les intégrer dans tout le reste du domaine de sciences. Et par contre, au niveau des ovnis, peut-être il y a un breakthrough qui commence à apparaître, et c'est pour ça que je suis très, très excité, très stimulé par la conférence qui va nous faire Jacques. On se connaît avec Jacques Vallée depuis assez longtemps, je ne sais pas exactement, je n'ose plus à dire. Mais ce qui est intéressant avec Jacques, qui est vraiment un homme de renaissance, parce qu'il a mis les mains dans plusieurs domaines, allant bien sûr de l'ufologie à l'Internet et les naissances de l'Internet, de l'intelligence artificielle au roman. Il est auteur de plein de livres et historiques et des études, et aussi auteur de plein. Je suis sûr qu'ici, vous connaissez assez bien sa biographie, donc je ne vais pas tarder là-dessus parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de l'écouter. Mais je suis très contente qu'il a pu venir en France, là, à l'arrivée des vacances de Noël, et qui va nous présenter quelque chose de très, très intéressant ce soir. Merci, Jacques, pour être là. Je vais essayer de faire cette présentation qui est surtout une mise à jour en à peu près 1 heure, et ensuite on aura le temps de reprendre les questions que vous voudrez bien soulever. On est à un point assez extraordinaire pour quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous, ont suivi cette problématique depuis un demi-siècle. Et dans mon cas, un petit peu plus qu'un demi-siècle. Une page se tourne pour des raisons
à la fois politiques, scientifiques, sociologiques, etc., qui sont peut-être pas toujours perçus en Europe dans les mêmes conditions qu'elles sont perçues en particulier aux États-Unis. Le changement va être très rapide. On a tout d'un coup avancé de 2 étapes et ensuite on a reculé d'une étape. Alors on a avancé de 2 étapes, d'une part parce que le département de la Défense a soudain annoncé que les ovnis c'était réel et qu'on ne savait pas ce que c'était, et qu'une partie de la communauté scientifique a suivi. Alors ça, ce n'était pas visible pour la presse, ce n'était pas visible peut-être en Europe, mais quand on est près des recherches américaines, surtout à Silicon Valley, c'était à peu près évident qu'il y a beaucoup d'universitaires, beaucoup de chercheurs et beaucoup de dirigeants d'entreprises à Silicon Valley qui étaient passionnés par le sujet, soit du point de vue intellectuel, soit parce qu'eux et leurs familles avaient vu quelque chose. Des gens qui ont été pilotes au Vietnam, qui reviennent aux États-Unis, qui ont vu des objets pendant la guerre du Vietnam, etc. C'est des discussions qui sont ouvertes. Hein, on ne va pas se cacher dans un petit bistrot du coin pour en parler. C'est des discussions qui sont ouvertes. Alors, c'est controversé. Il y a des gens qui disent oui, mais il y a d'autres phénomènes qui peuvent expliquer, etc. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'études officielles comme il y en a en France. Il n'y a pas d'études de la NASA comme il y a des études du CNES. Et il faut tenir en compte cette différence. Donc 2 étapes d'avant, franchies tout d'un coup, en quelques semaines. Et une étape en arrière qui n'est pas encore tout à fait mûre, tout à fait résolue, c'est que, attendez, si véritablement ces objets existent, s'ils ont survolé l'escadre américaine du Pacifique pendant 3 jours, étant détectés par tous les radars et par une quinzaine de F-18, ça veut dire qu'il faut tout classifier. Donc, du point de vue de la recherche qui nous intéresse, nous, il y a une certaine perte de données qui peut se produire. Alors, si on essaye de suivre les discussions au Congrès, les nouveaux projets de loi, notamment le projet de loi du sénateur Gillibrand, qui demande l'ouverture d'une étude totalement publique, et d'un autre côté, certaines décisions du Pentagone qui veulent recréer des groupes qui vont rassembler les informations confidentielles, notamment militaires et des services de renseignement. Donc il y a une différence entre les deux qui n'est pas résolue. Et donc on se trouve dans cette espèce de structure intermédiaire, mais l'existence du phénomène maintenant n'est plus contestée. Alors, ce qui peut être contesté, c'est que le phénomène est une origine extraterrestre, une origine intelligente, une origine physique différente, ou même que ce soit une série de phénomènes non reconnus qui peuvent à la limite être des phénomènes naturels. Donc tout est ouvert. Mais bon, il faut bien réaliser que quand l'université Harvard décide de créer un projet comme Galileo sur l'étude des objets extraterrestres dans l'environnement proche de la Terre, en particulier cet objet qui a été très vite, qui venait de l'extérieur du système solaire et que Avi Loeb, directeur de l'université de Harvard, a étudié lui-même. Bon, c'est quelque chose d'irréversible, d'autant plus que l'université de Harvard, maintenant, et le projet Galileo, refusent tous les chèques en dessous de 250 000 $ pour faire l'étude des ovnis. D'accord ? Bon, ça, il faut bien le comprendre. Hein. On est aux États-Unis, on raisonne en dollars, on ne raisonne pas en... Bon, on ne remonte pas à Platon et à toutes ces choses-là. On remonte à Galilée quand même. Hein. Donc c'est important de comprendre que les choses ont changé. Donc c'est pour ça que je dis tournons la page. Et il y a un certain nombre de chercheurs américains
qui commence à sortir de l'ombre, notamment du côté de chez nous à Stanford. Et on va parler justement des publications qui se préparent sur le sujet, qui étaient en gestation depuis longtemps et qui maintenant sont non seulement autorisées, mais encouragées. Le cas dont je voudrais vous parler, on est encore au début de l'enquête, bien que le cas soit connu depuis 9 ans à peu près. C'est le cas de Trinity. Le cas a été découvert par la journaliste italienne Paola Harris, qui avait découvert un témoin d'un cas parce qu'il avait fait une déclaration à un journal local du Nouveau-Mexique. Et après 65 ans de silence. Alors, je vous dirai tout de suite que dans la presse américaine, notamment nos amis ufologues américains, ont tout de suite dit, vous voyez bien, c'est un canular. Il y a 2 enfants qui ont vu quelque chose en 1945 sur le terrain de leurs parents, où il y avait du bétail, ils étaient chargés de garder le bétail. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple de dire que c'est un canular fait par des enfants, parce que les enfants, évidemment, racontent parfois des histoires, mais d'abord, les enfants racontent certaines histoires à certains moments, mais ils ne gardent pas. Si c'était une plaisanterie, ils n'auraient pas gardé le silence pendant 65 ans. Donc il y a un premier mystère, parce que 2 ans après, il y a eu Roswell, il y a eu tous les autres cas au Nouveau-Mexique qu'on connaît bien, il y a eu tout le développement des ovnis, ils n'ont rien dit. Et donc, ces 2 hommes, quand ils ont grandi, ils ont eu des responsabilités différentes et ils n'ont jamais parlé. D'autre part, on sait que l'objet, quel qu'il soit, a été récupéré par l'armée américaine, et l'armée américaine n'a jamais rien publié là-dessus. C'est-à-dire le cas n'est pas dans les dossiers de Blue Book. Comme vous le savez, j'ai passé 4 ans avec ma première épouse à remettre sur ordinateur les dossiers de Blue Book avec le professeur Heineck, etc. Il y a 4 cas en 1945 dans les dossiers de Blue Book. Ce cas n'y est pas. L'autre chose intéressante, c'est que le cas se passe à 25 km de Ground Zero, où la première bombe atomique avait été explosée 4 semaines avant. Paola Harris avait fait les premières recherches sur le terrain de façon excellente. Certaines études ont déjà abouti pour retrouver le contexte, etc. Mais les recherches physiques ne font que commencer, donc j'ai été invité à rejoindre cette recherche par Paola Harris. Et au cours de cette reprise de la recherche, on a découvert un 4e témoin qui s'appelle Sabrina Padilla. Donc je voudrais vous raconter un petit peu cette histoire, et après on pourra se battre sur les interprétations différentes. Le livre donc est en français, en anglais, en italien, en espagnol, et on est en train de travailler sur une traduction japonaise. Pour des raisons historiques, ça intéresse énormément les Japonais, et puis parce que c'était quelques jours après Nagasaki. Et une version allemande également. Donc on veut vraiment porter ce cas à la connaissance d'un public large, parce que c'est le premier cas de l'ère atomique avec une signature à la fois historique et géographique, puisqu'il se passe, comme vous le voyez sur la carte, il y a des gens qui nous avaient dit la couverture, elle n'est pas très belle. D'abord, il y a une carte. Bon, carte de quoi? C'est la carte de la diffusion de la première explosion atomique de l'histoire, un mois avant ce cas, donc en juillet 1945 aux États-Unis, à White Sands, avec des rayons de 5 000, 10 000, 15 000, 20 miles, etc. Le petit garçon à gauche avec son cheval, c'est José Padilla. Il avait 9 ans. Là, il est un petit peu plus âgé. C'est le
premiers témoins auxquels j'ai parlé et qu'on connaît bien maintenant. Il a 87 ans, je crois, à peu près. Aujourd'hui, sa mémoire est intacte. Il a fait une carrière de policier de la route aux États-Unis, notamment en Californie. Il a combattu dans la guerre de Corée. Il a 2 balles dans le corps que les chirurgiens ne veulent pas lui retirer parce que ça mettrait plus son processus vital en danger s'il faisait l'opération que de laisser les balles où elles sont. Mais c'est quelqu'un dont on connaît la carrière. Donc, on ne croit pas à l'hypothèse du canular, que des hommes comme ça qui ont eu une carrière qu'on peut suivre, une carrière courageuse, bien connue, etc., aux États-Unis, n'aient rien dit pendant 65 ans parce que c'était un canular. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. La personne à droite, c'est son arrière-grand-mère qui était une indienne et qui gouvernait la région. Parce que quand on pense à Trinité, on pense aux savants, on pense à Oppenheimer, on pense à Enrico Fermi. Les meilleurs physiciens du monde étaient là. Ils avaient disparu de la circulation, disparu de leurs universités. Ils étaient là à travailler sur la bombe, et notamment à Los Alamos. Mais Los Alamos est à 250 km au nord de là. Ils étaient là sur le terrain pour préparer l'explosion de la bombe. Et j'ai appris énormément de choses, malgré mes études de physique à la Sorbonne. J'ai appris énormément de choses sur ce qui s'était vraiment passé et sur tous les problèmes autour de la bombe atomique, y compris les problèmes moraux, les problèmes historiques et les problèmes politiques de l'utilisation de la bombe atomique au Japon. Et ça a été pour moi, si vous voulez, sur le plan, enfin, tu as été témoin, enfin, sur le plan de l'impact personnel, tout ce que j'ai appris sur la fin de la guerre au Japon, qu'on n'apprend pas dans les écoles françaises, hein. On apprend la mort d'Hitler, on apprend le débarquement en Normandie, tout ça. Le Japon, c'est arrivé après, ils ont capitulé, bon, c'était fini. Donc c'est ce que je savais ça, que Hirohito avait capitulé. Je ne savais pas dans quelles conditions, je ne savais pas ce qui s'était passé pendant toute cette année dans la guerre du Pacifique qui continuait. Bon. Et qui, pour les Américains, était très important parce qu'ils se souvenaient de Pearl Harbor. Bon. Donc cette femme, alors on parle beaucoup des Américains, des savants qui étaient là. Cela étant, le Nouveau-Mexique est un pays qui est, bien entendu, américain, mais américain avec une très forte composante indienne et une très forte composante hispanique. Donc, quand, par exemple, l'armée américaine est venue voir les parents des enfants qui avaient vu cet objet, les officiers américains parlaient espagnol aux parents. Hein. Donc, il faut se replacer dans toute cette... Or, beaucoup d'ufologues sont jeunes, et c'est tout à fait à leur honneur d'être jeunes, mais ça leur est difficile de se replacer dans les conditions de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils disent des enfants, ils racontent n'importe quoi, les enfants. Les enfants ne racontent pas n'importe quoi, surtout quand ils sont chargés de gérer un ranch qui est de la taille de la moitié d'un département français, avec des vaches. Ils ont ils conduisent la voiture, ils conduisent le camion de la famille. Il n'y a personne d'autre. Les hommes valides sont au front, dispersés sur toute la planète, entre le Pacifique, la Navy, et puis l'Allemagne. Hein, et l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, etc. C'est la fin de la guerre, ils n'ont pas été rapatriés. Les enfants sont chargés de gérer le bétail, de gérer et d'inspecter les barrières, de voir si on ne leur a pas volé une vache, de vérifier quand une vache, dans le cas particulier, il y avait une vache qui était sur le point d'avoir un veau. C'était eux qui étaient chargés de s'assurer que la mère et le veau étaient en bonne santé, que tout allait bien, etc. De vérifier que les barrières étaient intactes et éventuellement de réparer les barrières. Et ils avaient un père qui était extrêmement strict, extrêmement... Il n'y avait pas de questions, il ne fallait pas raconter d'histoire. Et surtout, quand on voyait quelque chose, alors c'est encore
encore ces affiches dans les cafés du coin que les gens ont gardées de cette époque-là, qui disaient si vous voyez quelque chose, vous n'en parlez pas. Et bon, je me souviens, moi je suis né en 1939, mes premiers souvenirs sont de la France occupée, donc une France occupée par l'armée allemande, où mes parents me disaient tu te croises un officier allemand, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu continues ton chemin, tu ne parles pas, tu dis rien, tu t'occupes de ce qui te regarde, tu ne t'occupes pas de ce qu'il fait. Bon. C'était très clair, et c'est resté très clair pour moi, et c'était très clair pour les jeunes Américains. On voit quelque chose, on est à 20 km d'une base atomique secrète, on ne raconte pas des choses aux étrangers. Aux gens qui passent, aux voyageurs de commerce, quoi que ce soit, bon, ça ne regarde personne. Donc, c'est ça l'ambiance de Trinité. Hein. Donc, la zone est de la taille, d'une taille de 65 km de large sur 225 km de long. C'est un désert. C'est un désert qui est très beau, à haute altitude, ciel très pur. On finit par l'aimer à force d'y aller. Je suis allé 3 fois par an pendant 4 ans, donc, y compris en période d'épidémie, etc. Il n'y a pas grand monde là-bas. Et j'ai bien connu les témoins, etc. On est resté. Il y a une base d'avion sur ce terrain, et c'est un terrain d'essai. Où il y a eu le premier essai de la bombe atomique. La première bombe atomique qui a été explosée au niveau du sol a été explosée aux États-Unis, à White Sands. J'ai compris que ce n'était pas un canular, c'était sérieux. Le souvenir qui donc, soulève la toile, ils savent évidemment qu'il y a une ouverture dans l'objet. Ils rentrent dans l'objet, il n'y a rien. Il y a juste à l'arrière cette petite coupole transparente. On ne sait pas à quoi elle sert exactement. C'est la seule ouverture. José m'a donné une description très complète de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le plancher était plat, donc il restait à peu près 1 mètre en dessous, hein, disons 1 mètre sur 6 mètres ou 7 mètres. Peut-être 5 ou 6 mètres en dessous, et 1 mètre de profondeur. S'il y a un système de propulsion, il était là. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de tuyère, il n'y a pas de pot d'échappement, il n'y a pas d'hélice, il n'y a rien. Donc si vous cherchez un système, ou si quelqu'un cherche un système de propulsion de l'objet, il était sous ce plancher sans ouverture. La seule chose qu'il y a, c'est cet objet qui était sur le mur. Il y avait un objet, une armature qui tournait sur une série de cercles apparemment en métal. José demande à Rémi qui était à l'extérieur, trouve-moi une cheater bar, c'est-à-dire une barre de triche. Alors, cheater bar, c'est de l'argot américain encore des années 40. C'est en fait un levier, parce que les enfants n'étaient pas idiots, ils savaient que tous les camions de l'armée américaine, il y avait un levier qui servait à serrer les courroies qui tenaient la charge sur le camion. Donc, c'est appelé ça une cheater bar. Donc, il va chercher le levier comme ça, il sert du levier et il arrache cette armature. Cette armature, on l'a. José Padilla nous l'a donnée pour faire des analyses. L'armature en question, on l'a au laboratoire. Et le problème de cette armature, alors là aussi c'est une controverse au niveau du MUFON et de nos amis ufologues américains qui disent, vous voyez bien qu'ils mentaient, parce que cette armature, c'est un truc humain, on trouve ça dans tous les moulins à vent. Alors, oui, c'est une armature humaine, il n'y a pas de doute. L'analyse donne que c'est de l'aluminium mélangé à un petit peu d'autre chose, tout à fait classique, on peut acheter ça dans le commerce, sauf qu'on ne peut pas acheter celui-là. Celui-là, d'abord, il n'y a pas de marque dessus. Les points de contact pour des tringles, éventuellement, qui seraient un actuateur, hein, pour par exemple des vannes dans un moulin à vent, des choses comme ça, ne sont pas standards.
Et toutes les dimensions sont en système métrique qui n'était pas utilisé aux États-Unis, en particulier par l'armée, en 1945. Alors, on peut faire des tas d'hypothèses là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de question que c'était un objet que les soldats ont installé à l'intérieur. Ce n'est pas un objet extraterrestre. Enfin, bon, les extraterrestres ne travaillent pas en système métrique pour faire des armatures qui ressemblent à des choses normales. Cela étant, quand les gens du MUFON disent qu'on trouve ça dans tous les moulins, on a été voir les fabricants de moulins, il y en a au Nouveau-Mexique, tous les ranchs ont un moulin à vent, et ils ont des systèmes pour les puits à eau, enfin, évidemment, et on est dans un quasi-désert, donc il y a des puits partout, et les commerçants, les fabricants d'appareils de ce type-là nous ont dit, c'est pas du tout, on n'a pas ça dans nos... Alors c'est peut-être un truc d'aviation, c'est peut-être un truc dans d'autres machines, c'est mon hypothèse en tout cas. Enfin, ils n'ont pas pu arracher la plaque qui est derrière, mais ils ont arraché cette armature. Et cette armature n'a pas encore avoué tout ce qui lui était arrivé. Mais on continue à la torturer. Et pour nous, il n'y a pas de doute qu'elle est humaine. Enfin, dans le livre, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc si les gens ont lu le livre, ils savent qu'on n'est pas en train de raconter que c'est les extraterrestres qui sont venus avec cette armature. Donc ça, il faut que ce soit clair. L'objet ressemble à un œuf ou à un avocat. Les enfants l'appellent un avocado. Encore une fois, il n'y a pas de soucoupe du tout dans cette histoire. On peut faire le rapprochement avec la forme de la bombe atomique. Est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une référence à un niveau subtil? Les détracteurs du cas disent qu'on ne peut pas faire confiance à deux petits-enfants qui étaient là, qui racontent une histoire. Oui, il y avait les deux petits-enfants, mais il y avait aussi un pilote qui s'appelle Brothy, dont on a retrouvé la famille, qui était sur un B-29. Les B-29, c'est les bombardiers qui ont bombardé le Japon. Hein. Il faisait partie de ce groupe d'élite qui était sur les bombardiers, basé à Alamogordo. Il arrive pour atterrir au-dessus de White Sands. La tour de contrôle à Alamogordo lui dit on a perdu la communication avec la tour de communication au nord du territoire de White Sands. Est-ce que tu peux vérifier qu'est-ce qui se passe? Il fait le tour il regarde cette tour. Elle est penchée, effectivement, elle a été heurtée par quelque chose et il y a un pilier qui est détruit. Alors, il regarde qu'est-ce qui a pu se passer, il voit la végétation en feu, il voit un objet ovoïde qui est au bout de la trajectoire où visiblement l'objet s'est craché dans la végétation, a créé un boulevard en fait, et au bout de ce boulevard, il y a cet objet qui est ovoïde, et il voit deux petits Indiens. Alors, ils ne sont pas indiens, enfin, José Padilla est à moitié indien par la grand-mère que vous avez vue, mais Rémy Baca est espagnol, en fait. Il n'est même pas mexicain, il est espagnol. Ses parents sont espagnols, sont venus aux États-Unis. José Padilla a 9 ans, Rémy Baca a 7 ans, ils sont sur le site. Et donc, on a ce témoignage du pilote qui nous donne la vérification de l'ensemble des choses. Donc, je vous rappelle le site. Donc, c'est le point rouge qui est le plus au sud des deux points, au sud de Socorro. Donc, voilà à quoi ressemble. Ce n'est pas vraiment un désert, ce n'est pas le Sahara, il y a de la végétation. Mais voilà sur une des visites que j'ai pu faire avec José Padilla, qui m'a aidé à m'orienter sur l'ensemble du terrain. Je lui ai demandé de dessiner l'objet qu'il avait vu. Alors, les deux enfants sont à cheval. Ils ont vérifié avant, c'est un cas unique par rapport à Roswell et tous les autres. À Roswell, il n'y avait pas de témoin. N'oublions pas ça. Roswell, il n'y avait pas de témoin. Il a fallu longtemps pour que les gens du coin retrouvent l'endroit. D'ailleurs, il y a encore des controverses sur savoir s'il y a eu un crash, 2 crashs, lequel est le bon, etc. Enfin bon, on sait beaucoup de choses maintenant sur Roswell, grâce à des recherches qui ont été bien faites, mais dans le cas de San Antonio, les témoins étaient là avant l'objet.
Ils ont entendu cette détonation quand il a heurté la tour. Ils ont vu l'objet passer au-dessus d'eux et s'écraser. Ils l'ont vu. C'est un atterrissage contrôlé, hein, c'est un crash contrôlé. L'objet ne s'est pas cassé. Un avion serait cassé en 1000 pièces. L'objet a gardé son intégrité. Il y a juste un panneau qui a été détaché quand il a heurté la tour. En arrosant le terrain de sortes de cheveux d'ange que les enfants ont ramassés plus tard. Donc l'objet faisait la taille de 2 gros camions, à peu près 4 mètres de haut, à peu près 3 fois plus long, donc disons une quinzaine de mètres sur 4 mètres de haut. C'était un ovoïde. Dans tout ça, il n'y a pas de soucoupe volante. Alors, là aussi, avec les ufologues américains, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas d'armée de l'air. Il y avait des avions, mais les avions appartenaient à l'armée. L'armée de l'air va être créée en 1947 par Truman, etc. Et le mot soucoupe volante n'existe pas dans le vocabulaire américain. Il va être inventé par Kenneth Arnold 2 ans après. Donc tout ça, il n'y a rien dans la presse américaine sur les ovnis, sur tout ça, il n'y a rien. Donc les enfants pensent que c'est un appareil de l'armée qui s'est écrasé. Ça arrivait souvent parce qu'il y a des montagnes. D'abord, on est à 2000 pieds d'altitude, donc l'atmosphère est déjà différente de l'atmosphère au niveau de la mer. Les pilotes ne sont pas nécessairement au courant exactement de la configuration. Donc, il y a souvent des accidents. Les enfants se précipitent, on leur a dit, quand il y a un accident, vous êtes à 20 km d'une ville, il va falloir chercher des secours. Vous êtes les premiers sur le terrain, c'est votre responsabilité de porter secours à l'équipage. Donc ils arrivent, ils voient cet objet. L'objet n'est pas en feu. Il y a un livre qui a parlé de l'objet en feu. Bon, c'est une erreur compréhensible. Mais quand on parle aux témoins, les herbes étaient en feu, les cactus étaient en feu. L'objet lui-même avait gardé son intégrité. Il y avait un panneau qui était ouvert. À l'intérieur, ils voyaient 3 petits êtres. Ces petits êtres, ils nous sont décrits très bien. Ils faisaient à peu près 1,20 m, donc à peu près de la taille des enfants. Ils étaient humanoïdes. J'ai eu le plaisir de reprendre toutes les transcriptions des enregistrements que Paola avait faits en interviewant les 2 enfants à plusieurs reprises. Et j'ai une certaine habitude, à cause de l'informatique, etc., d'étudier les transcriptions, en particulier en anglais, et de regarder l'utilisation des mots. Les enfants, parfois, disent que c'était des petits hommes, little men, et parfois, ils disent les créatures. Ils sont pas sûrs. J'ai repris cette discussion en tête-à-tête avec José Padilla, en lui disant, bon, dans ces transcriptions, quand vous avez parlé à Paola, parfois vous parlez d'hommes, parfois vous parlez de créatures. Qu'est-ce que c'était exactement? Alors, il dit, bah, nous, on croyait que c'était des petits hommes, mais à vrai dire, la tête était plus grosse que les épaules, c'est-à-dire les épaules étaient petites, la tête était à peu près de la même taille. Il y avait 2 yeux, il y avait un nez qui était très petit. Il y avait une petite bouche. Ils n'avaient pas de masque. Ils étaient gris. Et on ne savait pas si c'était leur peau ou si c'était un uniforme qui collait à leur peau. Ils se déplaçaient. Ils avaient l'air de ne pas savoir où ils étaient. Ils n'avaient pas du tout l'air de contrôler la situation. Ils avaient l'air paniqués. Ils ne nous regardaient pas. Mais on avait l'impression qu'ils nous envoyaient des images. Alors là, je me tourne vers la parapsychologie. Les témoins, et c'est très souvent les questionnaires du CNES, questionnaires de l'armée de l'air, vont pas sur les effets psychiques. Et c'est une erreur très grave, parce que d'abord, dans des cas d'accident, il y a des effets psychiques sur n'importe qui voit un accident de voiture. Mais en plus, il y a d'autres effets, parce que José Padilla nous a dit que pendant plusieurs années, il avait eu un rêve récurrent